quand on attaque. Ouais, tout le monde est connecté. Il n'y a pas de nom, c'est bizarre. On va attaquer. Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous sommes ravis. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce Focus Asie. Nous allons traiter aujourd'hui du Japon, de Taipei et de la Corée. Ce sont 3 marchés asiatiques qui sont clés pour l'habillement français. Il est à noter que le Japon et la Corée font partie du top 15 des clients de la France dans le secteur de l'habillement. Notamment, ils sont classés respectivement en 12e et 13e position. Et Taipei se présente comme la 6e puissance économique d'Asie. Donc, 3 marchés très forts pour le secteur de l'habillement. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce point sur la distribution, sur le marché. Nous vous rappelons à cette occasion que les inscriptions à nos différentes opérations Made in France sont ouvertes. Pour vous rappeler brièvement les dates, nous avons Made in France Tokyo qui aura lieu du 26 au 28 juillet, pour lequel nous aurons la possibilité de voyager. Donc ça, c'est un grand pas en avant, nous sommes ravis. Nous avons Made in France Taipei, organisé avec Showroom-in, qui aura lieu dans la continuité du 7 au 9 août. Du 7 au 9 août, pour laisser la possibilité aux marques qui participent à Tokyo d'envoyer les collections à Taipei. Par la suite, nous aurons également à Séoul une opération le 12 et le 13 octobre. Et enfin, nous vous proposons, nous n'en parlerons pas aujourd'hui, mais nous traitons également le marché chinois que nous aborderons le 13 et 14 septembre avec Market Access Chine, les rendez-vous digitaux pour permettre aux marques françaises de rencontrer des partenaires chinois. Donc, des partenaires business, des acheteurs, des showrooms ou des distributeurs. N'hésitez pas à vous inscrire dès à présent pour toutes ces opérations. Je vais laisser la place à nos intervenants que je remercie vivement, que nous remercions vivement. Nous allons tout d'abord parler du Japon avec Bertrand Vellon, qui est directeur adjoint Japon et Asie du Nord-Est pour Business France Japon. Nous allons également, pour cette partie, accueillir Asako Ozawa, chef de pôle Business France Japon, Art de vivre et santé. Par la suite, nous traiterons de Taipei avec Ai-Lung Chang, qui est le CEO de Zoomin International. Et enfin, pour la Corée, nous accueillerons Jérôme Julien, directeur pays, coordinateur Art de vivre santé pour l'Asie du Nord-Est. Merci à tous ces, du Nord-Est pour Business France. Merci à nos intervenants, merci à vous d'être présents aujourd'hui. Je vais laisser la parole à nos 2 premiers intervenants, donc Bertrand et Asako. Merci beaucoup. Bertrand, je te laisse. Voilà. Oui, bonjour, on m'avait coupé le micro, donc j'avais un peu de mal effectivement à me faire entendre. Du coup, c'est bon, servi. Alors, je vais partager ma présentation. Là. Très bien. Vous la voyez, tout le monde la voit, c'est bon? C'est bon, oui. Très merci bien. beaucoup, Lynn. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous et ravi d'effectuer avec mes collègues cette présentation
du marché de la mode au Japon et en Corée du Sud. Il y a une petite présentation en introduction Vas-y, j'écoute. Il y a quelqu'un qui a un micro, je crois, encore ouvert. Alors, juste une chose, les diapos ne passent pas. Attention à couper le micro, oui. Et nous vous rappelons que l'intervention sera filmée, enfin sera enregistrée, pardon. Donc, une petite introduction préalable sur la zone Asie du Nord-Est, qui comprend 3 pays, la Corée, le Japon et Taïwan, et qui se situe à l'extrême est du continent asiatique. 3 pays donc majeurs dans la zone et dans le monde, puisque le Japon est la 3e économie mondiale, la Corée du Sud la 10e et Taïwan la 23e. Ce sont des économies très influentes en Asie, et vous le verrez notamment au niveau du secteur de la mode. Une population très dense et très urbanisée, avec des taux d'urbanisation supérieurs à 80%, en raison notamment de la topographie des pays. Une classe moyenne à très fort pouvoir d'achat, donc très intéressante dans le secteur de la mode. Des pays technologiques et un climat des affaires stable et sécurisant, avec un respect notamment de la propriété intellectuelle. Le Japon, si on passe désormais au Japon, le Japon, donc comme je vous disais, 3e puissance économique mondiale, un pouvoir d'achat élevé avec un chômage inexistant, qui n'est monté qu'à 2,8% en 2020 et 2021 avec la crise sanitaire. Les facteurs de croissance ici, c'est l'innovation, la consommation intérieure qui est très, très forte, et les exportations avec une très forte ouverture sur l'Asie, puisque 55% des exportations du Japon se font vers le continent asiatique, et des plans de soutien récemment avec la crise du Covid tournés vers l'emploi et le tissu productif, ainsi que la transition digitale et écologique. Les faiblesses du Japon, c'est son déclin démographique. On pense que la population qui est aujourd'hui de 125 millions d'habitants ne sera plus que de 100 millions en 2050. Le vieillissement, bien évidemment, de la population, puisqu'elle se réduit. Et une croissance faible, mais là, depuis des années, et une dette publique importante, 266% du PIB. Mais à relativiser, puisque la majeure partie, la quasi-totalité de la dette est détenue est intérieure. Juste vous dire que l'économie est très concentrée au Japon sur 3 régions. La région de Tokyo, la région du Kanto, ainsi que la région de Nagoya, qui est le cœur industriel du Japon, la région du Chubu, et la région de Kinki, le Kansai. La région d'Osaka, Kyoto, Kobe, là où également est concentrée la majeure partie de la population, puisque entre ces 3 régions, vous avez 60 à 70% de la population du Japon. Un pays avec des grands groupes, je passe très vite, mais vous voyez très rapidement énormément de groupes qui vous disent quelque chose au niveau mondial, mais un pays avec lequel, qui est très ouvert aux PME, puisque vous voyez que les PME, il y a autant d'exportateurs français au Japon qu'en Chine, et avec une proportion de PME qui est plus importante, puisqu'on a pratiquement plus des 3/4 des exportateurs qui sont des PME, et de nombreuses sociétés qui sont déjà installées au Japon. À savoir également que beaucoup d'entreprises françaises qui exportent sont des micro-entreprises, qui peuvent très facilement travailler avec toute taille d'entreprise japonaise. Et là aussi, c'est une caractéristique. Ici, les entreprises japonaises sont très friandes de travailler avec des petits partenaires. Je terminerai par l'accord de partenariat économique Union européenne-Japon, qui est l'un des principaux accords de commerce bilatéral négociés par l'Union européenne. Suppression qui consiste en une suppression de plus de 90% des tarifs douaniers sur 90% des produits, soit une économie d'1 milliard d'euros pour l'Europe. C'est un accord qui a été signé en juillet 2018 et qui est rentré en vigueur très rapidement, dès 2019, et qui concerne notamment le secteur de la mode, du cuir et de la chaussure. Et donc concrètement,
le secteur qui en profite le plus rapidement, ce sont les vêtements et accessoires textiles, puisque les taux de douane qui étaient autour de 10% au préalable sont désormais de 0%. Au niveau des chaussures et de la maroquinerie, la baisse est progressive sur 10 ans pour arriver à des taux de douane qui étaient avant de 16 à 30% pour arriver à 0 au bout de 10 ans. Donc, un fameux boost pour votre industrie ici. Et également, au niveau des avancées non tarifaires, l'adoption par le Japon, dans le cadre de cet accord, du système international d'étiquetage textile, qui n'était pas le cas avant, et là aussi qui va vous faciliter grandement la vie. Je terminerai par la situation Covid et l'ouverture des frontières qui vous intéresse beaucoup. Pour vous dire essentiellement que vous voyez aujourd'hui, on est à 32 000 cas, c'est le schéma bleu, on est à 32 000 cas par jour avec une tendance baissière que vous pouvez constater. Également, en bas à droite, un fort taux de vaccination qui n'est pas encore au niveau, puisqu'on peut dire que la zone et le Japon en particulier ont 2 à 3 mois de retard sur l'Europe en ce qui concerne la vaccination. Et donc, du coup, l'ouverture des frontières, et c'est là la bonne nouvelle, c'est que celle-ci est en train vraiment de s'opérer au Japon. Et donc, elle était en vigueur avec quelques procédures qui sont en train de se simplifier pour les hommes d'affaires. Ça sera bientôt réouvert, enfin, c'est réouvert aux groupes touristiques et ça sera bientôt rouvert aux touristes. Et aussi, très bonne nouvelle pour vous, c'est que jusqu'à présent, il y avait des tests PCR à faire à l'arrivée et que ces tests PCR ont disparu depuis le 1er juin, depuis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour venir au Japon, il vous suffit de faire un test PCR pour l'instant, parce que les choses peuvent encore évoluer dans les prochaines semaines, faire un test PCR 72 heures avant de partir et bien évidemment et plutôt être triplement vacciné. Voilà, je passe maintenant la parole à Asako Osawa, notre chef de pôle, qui va vous parler du marché de la mode. Asako, je t'en prie. Oui, merci Bertrand. Alors, je suis très ravie de participer pour ce webinaire de maintenance et je vous présente l'aspect du marché de mode. Tout d'abord, on attaque de chiffres clés du Japon et puis un peu de caractéristiques du marché. Donc, il s'agit du troisième marché mondial, c'est derrière toujours les États-Unis et la Chine. Et taille de marché est estimée en 2021 à 78 milliards d'euros. Donc, ce marché demeure stable, mais c'est à cause de crise sanitaire. Les ventes ont chuté dans tous les types de produits en 2020. Causées par des fermetures de magasins, plusieurs états d'urgence et frontières fermées. Donc, alors ces touristes, acheteurs étrangers n'ont pas pu venir, etc. Et alors, c'est le prochain slide, s'il vous plaît. Ça s'est bloqué, ça va revenir. Ah. Alors, si je commence un peu de présentation. Commence et ça arrive. Oui, OK. Donc, c'est après cette grande chute, les chiffres d'affaires de la vente au détail de prêt-à-porter féminin et masculin sont en hausse de 4% et 3% respectivement en 2021. Mais en revanche, celle de prêt-à-porter pour enfants, bébé-enfant, a vu un recul de 7%. Donc, c'est malgré la baisse du taux de natalité ces dernières années, le marché d'habillement pour bébé-enfant reste stable, mais quand même, c'est le Japon a continué de restreindre l'entrée des touristes en 2021. Donc, en conséquence, les achats réalisés par les touristes étrangers ne sont pas revenus. Cela a causé la baisse continue des vêtements pour enfants haut de gamme de luxe. Merci, c'est le slide. Donc, c'est un peu de chiffres. C'est prêt-à-porter femmes, 21 milliards d'euros, soit 27% du marché. Et prêt-à-porter hommes, c'est à peu près 13 milliards d'euros, 17% du marché. Et enfants, 5 milliards d'euros et 7% du marché. Donc, c'est tous les éléments de prêt-à-porter total, mais hors vêtements de sport, représentent à peu près une moitié des parts de marché de la mode du Japon.
Et accessoires de mode, c'est en global, c'est le bijouterie, bijoux, fantaisie, maroquinerie, accessoires en textile, etc. C'est à peu près 21 milliards d'euros, soit c'est 27% du marché. Et chaussures, 7 milliards d'euros. Et tenues de sport, c'est 10 milliards d'euros. Donc, 5 ans avant les Jeux olympiques de Tokyo, le style athleisure, le style mode sport, s'est renforcé et un nombre croissance du Japon, de Japonais de différents âges s'habillent en style sportif dans la vie quotidienne. Et l'autre caractéristique du marché du Japon, c'est le marché japonais du prêt-à-porter accessoires de mode est un marché très, très mature et très concurrent. Et de concurrence, c'est entre les marques, c'est très intense. Donc, c'est les marques japonaises et puis étrangères qui souhaitent s'y développer. Ils doivent absolument savoir se différencier, faire preuve d'originalité et proposer des prix concurrentiels, etc. Et la crise sanitaire a renforcé le canal de e-commerce. Donc, e-commerce s'est fortement développé en raison des fermetures de magasins en 2020 et la poursuite de autoconfinement à domicile en 2021. E-commerce représente environ un quart des ventes globales des vêtements et des chaussures en 2021. Et maintenant, c'est les grandes entreprises et puis enseignes se sont bien concentrées sur investissement dans ce canal. Et finalement, c'est le Tokyo, c'est le capitale du Japon. C'est considéré comme une des capitales asiatiques du shopping et vitrine pur ensemble de l'Asie. Donc, si vous testez le marché du Japon et puis si on peut gagner le succès sur ce marché, oui, ça peut être, vous avez beaucoup de grandes possibilités de succès, c'est autres pays sur le marché de la mode, d'autres pays asiatiques. Alors, c'est le slide précédent. Ah oui, merci. Donc, oui, nous avons vu le chiffre clé des global accessoires de mode. Mais maintenant, c'est un peu, on verra le chiffre clé de chaque article en 2021. Donc, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est un ensemble d'accessoires à peu près 21 milliards d'euros et sacs et bagages, 7 milliards d'euros, 7% et puis 22% en hausse respectivement par rapport à l'année précédente. Puis bijouterie fantasy est 366 millions d'euros et bijouterie joaillerie 6 milliards d'euros et montres à l'intérieur 6 milliards d'euros. C'est 18% en hausse. Et autres petits accessoires de mode comme ceinture, foulard, chapeau, cravate. Au total, c'est à l'intérieur 2 milliards d'euros. 3-4% en baisse, sauf foulard et écharpe, bu 4% en hausse. Mais selon la statistique de la Fédération Grande Magasins du Japon, la vente en avril 2022, donc c'est une statistique tout récente, la vente des grands magasins ont représenté à peu près 3 milliards d'euros. Donc c'est plus de 19% par rapport au même mois de l'année précédente. Donc, la vente de produits à prix élevé comme bijouterie, montres, maroquinerie, sacs de grandes marques et puis haut de gamme y bien contribué. Les couches aisées de la société qui ne peut pas partir en voyage à l'étranger dépensent pour ces produits de luxe. Et le slide suivant, s'il vous plaît. Précédent. Merci. Donc, c'est avant Covid, les magasins spécialisés, e-commerce et grands magasins étaient, et puis maintenant aussi, sont toujours la principale voie de distribution. Et pour les produits haut de gamme, et les grands magasins jouaient
toujours un rôle important en tant qu'image et vitrine. Pendant la fermeture, les sociétés et enseignes japonaises ont essayé de vendre les produits en multipliant la communication avec les clients finaux via les réseaux sociaux. Et globalement, la vente en ligne a bien gagné le terrain. 3 plateformes comme Rakuten, Amazon et Yahoo dominent 50% du marché de la mode et autres 50% dont, comme Zozo et Loconde sont les opérateurs très importants. Mais chaque enseigne de la mode gère son propre site en parallèle. C'est avec les plateformes que j'ai déjà évoquées. Désormais, c'est le mix de canaux de vente comme physique, e-commerce et SNS. Ces deux bras se renforcer. Et slide suivante, s'il vous plaît. Et maintenant, tendance du secteur de la mode. Premièrement, c'est depuis 2020, la épidémie de COVID-19 a bien impacté et modifié le style de vie des Japonais. Que les Japonais recherchent davantage de qualité de vie et puis de bien-être axé sur le style de vie confortable. Donc, c'est l'augmentation en raison de la crise sanitaire, augmentation du travail et puis études à domicile ont bien stimulé la demande d'un style mêlant confort, casual, mais en même temps chic. Parce que ils travaillent à domicile, mais leur désir d'avoir l'air professionnel lors des réunions en ligne. Oui, donc c'est par exemple, c'est le grand fabricant, grande marque, enseigne Aoki de costumes pour hommes, oui, qui a lancé de nouveaux pyjama costumes. Donc, ça veut dire c'est le côté confort et puis côté qui garde le style de la costume. Donc, ce type de produit qui a bien gagné le grand succès. Et puis, il a décliné vers pour la femme et puis avec utilisation de différentes matières. Et deuxièmement, croissance du marché du outdoor. Ce marché a pris vraiment, c'est le grand essor jamais connu. Les vêtements outdoor sont également utilisés en ville et dans la vie quotidienne. Et troisièmement, la crise sanitaire a renforcé le canal e-commerce, que j'ai déjà parlé un peu, et également c'est inventé une nouvelle mode de vente. C'est au niveau de e-commerce, il y a une grande remarque. Par exemple, plus de 80% des seniors de plus de 60 ans sont plus connectés après la crise. Et puis, c'est pour une nouvelle mode de vente. Les entreprises testent des stratégies de distribution innovantes. ASICS, c'est le grand fabricant de marques de chaussures, a ouvert le premier magasin de chaussures sans contact et sans personnel, de l'entrée à l'achat. Mais c'est à la durée limite, mais c'est quand même, ces tentatives, c'est très, très innovant. Puis d'autres exemples, c'est le Gunze. C'est l'un des principaux de sous-vêtements et chaussettes au Japon, a commencé à vendre ses produits dans des distributeurs automatiques. Sa marque emblématique de bas transparent est désormais vendue dans les distributeurs automatiques juste à côté de boissons de la marque Daido. Et quatrièmement, sensibilisation croissance à durabilité dans l'industrie de la mode. Oui, ça se passe partout, pas uniquement au Japon, mais quand même, les consommateurs japonais sont de plus en plus conscients de l'impact de leur consommation sur l'environnement. Le terme durabilité gagne du terrain. Oui, le japonais cherche toujours encore la nouveauté et puis adore le shopping, mais ils savent que la surproduction des produits de la mode cause le problème environnemental. Donc, pour répondre à cela, c'est beaucoup d'acteurs habillement de chaussures Pardon, au Japon. on ne voit plus Oui. la présentation. On ne voit plus la présentation, si je ne me trompe pas, non? C'est tous le même problème? Il n'y a Oui, vous avez pas raison. de slide. Ah, c'est vrai. Bertrand?
problème technique. Attendez. Bertrand, tu nous entends? Ah, oui, voilà. Merci. Merci. Et puis, où j'étais? Ah oui, c'est ça. Oui, donc c'est le japonais cherche, c'est encore la nouveauté adore, le shopping, mais quand même, on est très, très, très conscient de environnemental. Donc, c'est acteur d'habillement, de chaussures au Japon, qui a montré qu'il essaye d'être plus durable, le développement commercial durable, par exemple, l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnemental, recyclés, et puis de produits issus de sources durables, etc. Et finalement, c'est le segment porteur, c'est diminution de tenues formelles, comme le costume et augmentation vêtements casuels. Ben, parce que c'est traditionnellement la société japonaise était très stricte sur le code vestimentaire des affaires, du travail. Elle exige que les hommes portent toujours un costume, une cravate et des chaussures en cuir. Et pour femmes, le porter des bas transparents et puis chaussures à talons. Mais cependant, les entreprises ont commencé à autoriser leurs employés, c'est une tenue plus décontractée avant qu'ils puissent travailler, c'est plus confortable. Ensuite, c'est renforcement à la contribution comme au ODD. Oui, j'ai déjà parlé, mais cette tendance, c'est oui, encore développée. Puis dernièrement, la consolidation du service digital technologie et puis du service personnalisé. Et diffusion en live, c'est Insta Live et plus post-story multiplié. Pour habillement, on se sert des visuels comme essais virtuels avant de passer de commande via le site e-commerce. Et c'est échange interactif renforcé, c'est entre les entreprises, marques et les consommateurs. Mais cette tendance, pas uniquement sur e-commerce, des sociétés japonaises font des boutiques physiques aussi. Et puis, chez des grands magasins, ils renforcent le secteur gaisho. Ça, c'est le secteur de services particuliers pour des clients riches. Et finalement, c'est le prochain slide, s'il vous plaît, le dernier slide. Oui, je vous présente ce que le japonais apprécie et puis le rechercher uniquement pas uniquement pour les marques françaises, peut-être c'est pour toutes les marques étrangères, mais d'abord, c'est Made in France est bien apprécié. C'est image de la France et notamment, c'est dans le secteur de la mode est très bon. C'est même si le prix c'est un petit peu élevé. Mais Made in France est vraiment apprécié. Ensuite, le design est coloris original. Le design, c'est apprécié toujours comme excellent caractéristique de conception et de design. Et puis, coloris ont également la réputation d'être unique pour le designer japonais, ne peut pas utiliser et puis ne peut pas songer la combinaison de couleurs proposées par des marques françaises. Et communication active, c'est Instagram et l'outil est le plus important parmi les personnes du secteur de la mode. Twitter aussi également, c'est encore très populaire au Japon afin d'être reconnu comme une marque professionnelle, un site web, c'est avec traduction au minimum en anglais est vraiment essentiel et exigé. Et puis référence client, c'est pour proposer, de présenter votre marque. Par exemple, c'est votre marque qui est vendue, alors présenter, c'est le magasin parisien ou alors concept store qui est connu au Japon, c'est comme Merci, Leclerc et Bon Marché. Oui, ça tire, c'est le grand attention et puis intérêt chez le japonais.
puis j'ai répété déjà, c'est le concept eco-friendly, sustainable, qui est très, très, très important, c'est pour le marché japonais. Et voilà, c'est la présentation et puis présentation, le marché du mode du Japon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Bertrand, merci Asako. Est-ce qu'on a peut-être quelques minutes pour prendre éventuellement une question, sinon, ce que je vous propose, c'est que nous les prendrons à la fin. Merci à nos deux intervenants. Je laisse la place et la parole à Ailun Chang, donc CEO de Zoomin International, avec qui nous organisons Made in France Showroom à Taipei. Ailun, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Anne-Laure. Ravie d'être parmi vous et je tiens à remercier la Fédération française du prêt-à-porter féminin de m'avoir inclus dans cette séance de Focus Asie. Donc, on va pas sans tarder, on va commencer à vous présenter les actualités du marché taïwanais. Voilà. Dans la continuité de la présentation de Bertrand, donc Taïwan, c'est la 6e économie d'Asie, derrière la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée et l'Indonésie. C'est une population de 23 millions d'habitants. C'est à peu près la moitié de la Corée et 20% du Japon. Le niveau de richesse se chiffre avec le PIB par habitant de 35 000 US dollars. Ce chiffre, si on le convertit en parité de pouvoir d'achat, on arrive à 59 000 US dollars, qui est devant l'Allemagne et la France. La croissance économique en 2021, on a constaté une croissance économique assez forte en 2021 et ce qu'il faut noter, c'est que cette croissance était sur la base d'une croissance économique en 2020 de 3% déjà, donc on n'a pas vécu la récession même pendant la première année du Covid, c'était une croissance en continu. Ce qui a été assez remarquable pour cette période de crise sanitaire. La consommation privée en 2021 s'élève s'approche de zéro. Il s'agit d'une reprise d'une performance négative en 2020. Et avec une inflation de près de 2% en 2021. Mais ce taux d'inflation est amené à augmenter, bien sûr. En avril, par exemple, 2022, on a enregistré un taux d'inflation déjà de 3,5%, ce qui est aujourd'hui encore rien, pas grand-chose comparé à beaucoup de pays dans le monde. Donc, l'inflation reste quand même assez contenue ici à Taïwan. En termes de moteur et relais de croissance, Taïwan, c'est une économie qui est très tirée par l'export et qui est profondément intégrée dans les chaînes de valeur internationales. Taïwan, c'est un pays qui est spécialisé dans les composantes électroniques, par exemple les semi-conducteurs. Votre iPhone 12 et iPhone 13 sont tous équipés d'une carte à puce fabriquée par une société taïwanaise qui s'appelle TSMC, qui se taille à plus de 50% du marché global des semi-conducteurs. Voilà. L'export a fait que Taïwan est une économie avec une base assez solide, qui ensuite, en moyen terme, se retrouve avec un grand mouvement de relocalisation des industries. Donc, il s'agit de rapatriement des industries taïwanaises depuis la Chine vers Taïwan depuis une dizaine d'années.
en raison du resserrement du secteur privé et aussi des conditions un peu aléatoires, politiques en Chine. Donc, du coup, ce mouvement a ramené à Taïwan des investissements et aussi des créations d'emplois, ce qui a alimenté le marché de la consommation privée. Donc, la consommation privée aujourd'hui à Taïwan représente 65% à peu près du PIB du pays. Donc, c'est le morceau le plus important. On est en train de, on est en face d'un cercle vertueux, avec la base, de l'export du pays et le mouvement continu de la relocalisation des industries qui injectent, des énergies dans le marché de la consommation privée. Donc, c'est une économie qui se porte assez bien, même, pendant les 2 années de crise sanitaire. Un aperçu sur le marché du retail entre 2019 et 2022, premier trimestre. Donc, en vert, c'est l'ensemble du marché du retail. Et à côté, j'ai sélectionné comme secteur department store, comme par exemple, en fait, les grands magasins sont un thermomètre de la consommation à Taïwan. Et en plus, j'ai sélectionné la catégorie textile et habillement comme exemple de produit pour voir un peu l'évolution pendant ces 3 années. Donc, on voit que les grands magasins ont pas mal souffert en 2020 et 2021 avec une performance négative, tandis que les textiles et habillements se tient plutôt pas mal, et avec un rebond assez important dès le premier trimestre 2022. Et en fait, en 2021, déjà, vers les 2 derniers trimestres, le rebond se voyait déjà. Voilà. Ensuite, on va regarder un peu l'état du Covid actuel. Ici, on voit sur la graphique qu'il y a un effet de retard de la vague Omicron qui se passe actuellement à Taïwan par rapport aux pays voisins comme la Corée du Sud, Singapour et le Japon. Du fait des mesures sanitaires qui sont en rigueur et sur place et qui sont assez bien observées par la population taïwanaise. Du coup, on a eu un retard de la vague Omicron, mais c'était inévitable. Depuis le mois d'avril, on commence à avoir un saut dans le nombre de cas par jour. Aujourd'hui, on se stabilise à 80 000 cas par jour à peu près. Donc, on atteint le pic et on va s'installer sur le plateau pendant peut-être 1 mois, on l'espère, pour retrouver la pente descendante dès le mois de juillet. La couverture vaccinale à Taïwan est à 88% pour les 2 doses. Pour la dose de rappel, c'est aux alentours de 65% de mémoire. Pendant ces 2 dernières années, on n'a vécu aucun confinement à strictement parler. Mais en 2021, par exemple, pendant la vague Delta, entre le mois de mai et le mois de juillet, les Taïwanais, ils ont montré une discipline de se restreindre à des activités sociales pour éviter que la vague s'aggrave encore plus. Idem pour cette fois-ci, à partir du début du mois de mai, les activités sociales et commerciales ont baissé pas mal. Aujourd'hui, on observe toujours une quarantaine de 7 jours pour les voyageurs à l'entrée de Taïwan, et l'ouverture des frontières se réserve aujourd'hui encore uniquement aux voyageurs d'affaires étrangers.
Mais ces mesures et ces restrictions sont amenées à évoluer très rapidement, puisque on est en train de parler déjà de baisser le nombre de jours de quarantaine de 7 à 3 jours d'ici juillet. La levée sera progressive, mais malheureusement, on ne peut pas prévoir à quel moment exactement ça va tout s'ouvrir. Donc, du coup, pour nos exposants du mois d'août, on ne va pas pouvoir les accueillir physiquement. Encore, voilà. Donc, ce qu'on peut dire sur les impacts de la crise sanitaire, c'est qu'il y a une baisse des activités commerciales qui est très concentrée pendant la période du pic chaque année, de l'ordre de moins 30% du trafic. Et c'est un phénomène qui se trouve essentiellement dans les grands magasins et des chaînes ou des magasins, des commerces de surface plus grande, tandis que pour les boutiques indépendantes ou pour les commerces de surface plus limitée, on ressent moins cette baisse de trafic aussi importante. On a aussi constaté une partie des salariés au télétravail. En 2021, ça se levait à 11%, mais c'est baissé à 3,6% en 2022 déjà. Donc, on voit une évolution de la mentalité, à la fois du gouvernement, mais aussi de la population. C'est de prendre un virage depuis une stratégie zéro Covid vers une manière de vivre avec le Covid. Il y a la digitalisation qui s'est intensifiée et ça se voit avant tout dans les changements de mode de paiement. Les Taïwanais ont commencé à largement préférer le paiement par carte de crédit et même le paiement mobile. Le paiement mobile en 2020 représentait à peu près 2% de l'ensemble des paiements. Ce pourcentage a augmenté à 5,1% et en 2021 et cette année, on en est à 7,8% à peu près. Voilà. Donc, le boom de l'e-commerce, c'est un peu comme partout dans le monde, que vous avez vu déjà pas mal dans les présentations des autres pays. Quelques infos dans les tendances de consommation in-Covid. On parle de in-Covid puisqu'on n'est pas encore post-Covid à Taïwan. Donc ici, les Taïwanais sont une population très extravertie, c'est-à-dire que ils adorent partir voyager à l'étranger. Donc chaque année, jusqu'en 2019, chaque année, il y avait 17 millions de sorties du pays, donc 17 millions de personnes ou de sorties de pays pour aller à l'étranger, voyager et en même temps faire du shopping. Ce flux est très important, donc du coup ce flux et ce budget important doit trouver des débouchés, donc du coup, se canalise vers le tourisme domestique et aussi des dépenses en haut de gamme et luxe dans le pays pendant ces 2 dernières années. On va y revenir dans les slides prochaines pour voir un peu plus précisément. Des nouveaux secteurs d'intérêt, ça rejoint un peu aux tendances des autres pays, comme par exemple, c'est la tendance de cocooning, rester à la maison, on s'occupe un peu de la déco de la maison, on fait la cuisine, ou alors on va sortir, faire des sports et aussi chercher des aventures, comme par exemple le camping est devenu très à la mode à Taïwan. Et à chaque fois, les Taïwanais sont très matos, donc quand ils vont rester à la maison, faire la déco, ou faire la cuisine, ou faire du sport, du vélo, du camping, ils vont s'acheter des matériaux
qui vont avec. Donc, ça fait une prolifération, par exemple, des ventes de la cocotte, le creuset, des tentes ou des équipements, de cuisine, aux campings aussi. Bon, cyber addict, les gens passent beaucoup plus de temps à l'écran, que ce soit sur le smartphone ou sur l'iPad, sur le PC ou à la télé, à suivre les séries Netflix. Ce qu'il faut dire c'est que les consommateurs taïwanais étaient à la base déjà assez sensibles au prix et c'est un comportement qui s'est accentué avec la période de Covid aussi, parce que les gens ont le temps, ont développé l'habitude d'aller sur Google chercher et comparer le prix. Donc, si on parle du revenge shopping, il y a à la fois le target shopping aussi qui est en fait des achats planifiés. Donc, ici, on voit à gauche une photo d'un grand magasin pendant une période de promotion d'anniversaire l'année dernière, en octobre, juste après la vague Delta. Donc, ici, la distance sociale, on l'oublie. Parce qu'en fait, pendant cette période de promotion, les grands magasins, pratiquement, entre le mois d'octobre et le mois de septembre, début décembre, pardon. Entre octobre et décembre, ils font à tour de rôle des promotions de 2 à 3 semaines dans chaque maison. Pour attirer les consommateurs. Et pendant ces 2-3 semaines, les grands magasins vont drainer jusqu'à 30 à 40% du chiffre d'affaires annuel. Donc, c'est une activité, c'est une opération très importante pour les grands magasins, mais aussi pour les consommateurs. Donc, qui font objet d'une étude vraiment minutieuse pour repérer et comparer les best deals à acheter. Donc, au premier jour de la promotion d'un grand magasin, ils vont se ruer dans les magasins pour acheter les packs qu'ils avaient repérés. Voilà. Donc, e-commerce suit son cours de croissance correct. C'est pas non plus exponentiel par rapport aux autres pays voisins comme la Chine et la Corée. Les leaders du marché sont essentiellement les grandes plateformes généralistes, locaux et régionaux. La composition des ventes, des catégories de vente de produits vendus en ligne pour aperçu. Donc, e-commerce représente aujourd'hui à peu près 10% de part dans l'ensemble du retail, avec une croissance de 18% en 2021. Donc, les principaux acteurs sont les locaux et régionaux. Ici, on ne voit pas Amazon, on ne voit pas non plus Alibaba. Taobao, en fait, avait essayé de s'implanter à Taïwan avec un site propre à Taïwan il y a 3-4 ans, mais s'est retiré du marché au bout de 2 ans parce que simplement, il était arrivé trop tard. Les principales catégories de produits vendus en ligne à Taïwan sont essentiellement ce qu'on appelle FMCG, Fast Moving Consumer Goods, donc les produits de grande consommation comme les alimentaires et aussi les produits d'hygiène, santé, beauté, entretien de maison. Voilà. Et en plus de ça, les biens durables comme tout ce qui est de mobilier, appareils électroniques de maison et aussi les PC, les mobiles et tous les produits périphériques. Ce qui convient de noter, c'est pas anodin, ce qui convient de noter, c'est qu'il y a un réseau à Taïwan de 11 000 convenience stores, des magasins de proximité comme 7-Eleven, Family Mart. Il y a plusieurs enseignes qui constituent un relais logistique très important puisque c'est là où les gens vont retirer leurs colis, acheter ou même déposer un colis à envoyer. Donc, c'est un réseau qui est utilisé par les consommateurs, B2C, mais aussi des C2C, mais aussi des B2B.
C'est un réseau qui devient un facilitateur et aussi un booster du e-commerce aussi à Taïwan. La mode, quant à elle, représente une part de 9,8% dans l'e-commerce. C'est une part qui est assez limitée par rapport aux autres pays voisins aussi comme la Chine et la Corée du Sud, avec une croissance qui est comparable à l'ensemble du marché de e-commerce. C'est un segment qui est très atomisé. Il n'y a pas vraiment d'acteurs ou plateformes dominants sur ce secteur. Il y a beaucoup d'enseignes, bien sûr, qui ont déployé leur site de vente en ligne, mais il n'y a pas tellement de plateformes locales. Il y a des plateformes étrangères qui sont connues, comme par exemple Net-à-Porter, Revolver, Farfetch, Selfridge, qui sont accessibles par une poignée de consommateurs ou consommatrices. Aujourd'hui, 38% des acteurs de vente de la mode sont devenus omnicanaux, c'est-à-dire que des détaillants physiques ont développé un volet en ligne pour essayer de gagner en visibilité, mais aussi de réaliser des ventes en ligne. Ce qu'on peut dire du e-commerce pour la mode, c'est que c'est propice surtout pour l'entrée de gamme et des marques connues, que ce soit populaire ou du luxe, mais complémentaire pour les marques de créateurs. Puisque les marques de créateurs, leur force de frappe, c'est pas tellement d'être vu en ligne, mais c'est d'être touché et d'être découvert en physique. Ensuite, quelques mots sur les tendances de consommation de la mode à Taïwan. Ça rejoint pas mal à la présentation de Asako aussi, casualisation, athléisure, en raison du work from home et aussi du climat. Le climat à Taïwan, c'est un climat subtropical avec un été très long entre le mois de juin et le mois d'octobre. On est à plus de 30 degrés. On a un hiver très doux, de l'ordre de 15 à 20 degrés pour la plupart du temps. Ça peut descendre aussi en dessous de 10. Ont vraiment une préférence pour les matières naturelles, comme par exemple le lin, le coton, viscose pour l'été, la laine, le cachemire pour l'hiver. Voilà. Ici, on retrouve aussi les mêmes tendances de suivre les influenceurs et aussi les key opinion leaders. Pour les Taïwanais, c'est la culture coréenne qui est très suivie, que ce soit le cinéma, la musique ou les séries télé ou séries Netflix. Ils sont tous très suivis. Et aussi, il y a des personnages d'Instagram, des YouTubers locaux ou étrangers. En plus, il y a des séries Netflix qui, par exemple, Emily in Paris était une série Netflix qui était très suivie à Taïwan, qui n'a fait qu'augmenter l'aspiration des Taïwanaises à la mode parisienne. Voilà. Et il y a bien sûr aussi les vendeurs des stores physiques qui ne sont pas les derniers influenceurs dans la décision d'achat ou dans la motivation d'achat pour les consommateurs, qui s'avèrent assez efficaces. Crossover collaborations, c'est vraiment international. Tout ce qui est de collaboration croisée, Uniqlo par exemple, qui sort une collection avec Joe Sanders. Chaque saison, il y avait des queues devant les magasins Uniqlo au petit matin pour pouvoir rentrer, le premier à avoir les pièces qu'ils avaient repérées. Voilà. Sustainable fashion, c'est une notion qui commence à gagner l'intérêt et attention à Taïwan, mais
mais pas jusqu'à influencer la décision d'achat. Par contre, sur notre salon de Taipei, on a vu depuis 2-3 ans la présence des collections de fourrures écolo de nos exposants qui ont vraiment gagné la popularité chez les acheteurs taïwanais, non seulement avec l'argument écologique, mais aussi avec un niveau de prix plus accessible à comparer avec les vraies fourrures. Et en plus, avec un style, avec la qualité, ça a pris l'intérêt vraiment très rapidement. Les réseaux sociaux sont des outils très efficaces et très utilisés par les consommateurs, mais aussi des revendeurs, les détaillants, les acteurs de la mode. Les posts statiques ou les live streamings plus dynamiques ont chacun leur audience. Ensuite, mobile shopping, ce sont surtout des grandes enseignes qui déploient des applications qui intègrent les fonctions de marketing, vente en ligne et aussi programmes de fidélité pour fédérer et fidéliser plus de consommateurs. On cite un exemple de Uniqlo. Par exemple, Uniqlo, à chaque fois quand il lance un live streaming sur Instagram, il y a un taux de conversion de jusqu'à 70%. Donc, 70% des spectateurs qui ont vu le live streaming sur Instagram ont passé à l'action d'achat. Cette action d'achat se partage par contre assez à part égale entre en ligne et physique. Voilà. Donc ici, ce sont 2 exemples d'applications d'un grand magasin, Shinko Mitsukoshi, et de l'enseigne Uniqlo. Ça se présente ainsi. Ici, ce sont quelques exemples des posts statiques et aussi des live streaming sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur Line, qui est une application équivalente à WeChat en Chine. Qui est très, très, très utilisé par les Taïwanais aussi. Et ce sont des posts, des comptes de nos clients du salon de Taipei, voilà, pour vous montrer un peu la variété. Ensuite, on va regarder un peu l'importation du textile habillement en 2021. Si l'ensemble du marché a augmenté de 7%, on constate une augmentation plus importante de 18% pour l'Union européenne. Et en regardant de manière plus près, l'importation de l'habillement, c'est-à-dire qu'on évacue tout ce qui est de matières premières, matières intermédiaires, l'ensemble du marché a augmenté de 5% en 2021, mais l'Italie et la France ont enregistré une performance largement plus importante que l'ensemble du marché. Ce sont les 2 pays principaux fournisseurs de ce qui est de vêtements, prêt-à-porter, accessoires, maroquinerie, de haut de gamme et de luxe. Voilà. Donc, on peut dire que l'ensemble du marché est tiré vers le bas par les entrées et bas de gamme, mais tiré vraiment vers le haut par la France et l'Italie avec leur haut de gamme et luxe. Bon, dans la distribution de la mode, on va voir un peu la composition des réseaux de vente, la répartition des réseaux de vente. Les department stores, les grands magasins et les centres commerciaux sont un thermomètre de la consommation, mais également une vitrine pour les marques étrangères assez important. Les indépendants sont les select shops et boutiques multimarques haut de gamme. Ça représente 3% du marché, mais c'est pas beaucoup, mais c'est la porte d'entrée pour les marques de créateurs étrangères, avec un accès le plus facile. Ensuite, il y a des enseignes locales et étrangères, surtout les japonais, moyens haut de gamme, qui commandent aussi des pièces de marques de créateurs pour complémenter leur propre collection. E-commerce, c'est
complémentaires pour les acteurs offline. Donc, ils évoluent vers un modèle omnicanal. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs taïwanais restent quand même assez attachés aux points de vente physiques, surtout pour les achats de marques de créateurs, parce que les marques de créateurs, c'est le désir de découvrir la variété des goûts et aussi dénicher des pièces qui sont un peu uniques, différents des styles standards. Voilà. Les réseaux de distribution qui accueillent le plus de marques de créateurs en wholesale, ce sont des grands magasins, les indépendants et aussi un peu les enseignes locales étrangères. Donc, il y a des acteurs indépendants, de taille petite, mais il y a des structures plus grandes aussi, comme par exemple des sociétés japonaises qui gèrent des marques directement, qui implantent des marques sur Taïwan. Ils arrivent à nous commander des pièces de façon très concentrée, mais avec des quantités importantes. Aujourd'hui, on a développé ce profil de client avec vraiment beaucoup de chance avec l'aide du Covid, en fait, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus partir à l'étranger chercher des offres. Voilà. Donc, ce sont des acheteurs qui commandent soit directement aux marques, soit via un agent distributeur ici à Taïwan. Ici, on a un aperçu des points de vente de nos clients de différents profils du salon de Taipei. Ensuite, on va apporter un peu les informations pratiques sur l'accès au marché. Donc, ici, on insiste un peu sur l'importance du rôle d'un agent et distributeur comme un partenaire local pour les développer et gérer les ventes sur place, depuis la prise de commande jusqu'à la livraison pour une marque étrangère. Voilà. La structure du coût d'achat, pratiquement pour un acheteur d'une marque de créateur étrangère, sur la base du prix export, il faut s'ajouter les droits de douane entre 0 et 12% selon la catégorie, en plus de la TVA de 5% et en plus du coût du transport, ce qui revient à peu près 20 à 25% de coût du prix export. Du coup, le prix retail à Taïwan, les détaillants pratiquent un coefficient entre 3 et 3,5 du prix export, ce qui donne un prix retail taïwanais de plus 20% à plus 50% du prix retail en France. Dans la réglementation, il n'y a pas grand-chose à observer, sauf sur l'étiquetage. Il faut impérativement indiquer le pays d'origine. Et aussi, il y a des catégories spécifiques soumises aux restrictions d'importation, comme par exemple les futas, qui sont considérés à Taïwan comme un article d'équipement de la maison et pas de la personne. Donc, du coup, il y a des restrictions d'importation à observer. Donc, notre salon Showroom Mode in France Taipei, qui est un événement organisé en collaboration avec la Fédération française du prêt-à-porter féminin, c'est une plateforme de rencontre pour les marques de créateurs avec les acheteurs locaux, avec des résultats commerciaux concrets. En 2020 et 2021, donc pendant ces 2 dernières années de Covid, nous avons organisé des événements physiques avec des résultats très positifs en termes de mobilisation d'acheteurs et de retombées commerciales. Et en plus, nous avons recruté des nouveaux clients. Ce sont des clients qui sont de profils supérieurs, de très bonne qualité, qui avaient l'habitude de partir à l'étranger, visiter les salons, commander directement au salon ou dans les showrooms à Paris ou à Milan. Mais pendant ces 2 années, ils sont privés du voyage à l'étranger, donc ils se sont tournés vers nous pour commander les produits.
Donc, nous avons recruté ce genre de clients et fidélisé ce type de clients aussi, ce qui est vraiment très intéressant. Et c'est un fait qui est constaté vraiment à chaque fois par les exposants qui ont participé à nos événements. Donc, nous avons devant nous notre prochain événement printemps-été 2023 qui se tiendra du 7 au 9 août à Taipei, 10 jours après Made in France Tokyo. Donc, c'est un salon qui prend le format de showroom individuel par exposant. C'est un format qui s'avère bien adapté et apprécié par nos acheteurs parce que pendant la période Covid, on évite d'avoir un rassemblement d'un grand nombre de personnes dans une pièce. Donc, au lieu de ça, on dispatche les acheteurs dans les différents showrooms séparés, des petites pièces séparées, donc, pour faire leur sélection et commande tranquillement. C'est une formule d'exposition sans déplacement, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas accueillir les exposants physiquement ici sur place à Taipei. Par contre, nous avons pu organiser cette exposition à l'aide des agents locaux qui sont là pour aider les marques exposantes dans la prise de commandes et dans la gestion des commandes. Et c'est pour ça qu'en amont de notre événement, nous proposons un service de mise en relation avec un profil d'agent qui est adapté à votre collection. Donc, voilà la fin de ma présentation. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions et à nous contacter si vous avez besoin. Merci Ailoun pour cette présentation très exhaustive et passionnante. Je vous propose qu'on prenne éventuellement les questions à la fin des interventions. Donc, nous allons désormais aborder la Corée avec Jérôme Julian, directeur pays coordinateur Art de Vivre Santé pour l'Asie du Nord-Est pour Business France. Jérôme, je te laisse la parole. Bonjour Anna, bonjour Hervé, bonjour à tous. Alors, vous voyez mon écran, j'ai partagé. C'est bon? De votre côté? C'est bon, c'est bon. Super. Alors, je vais me concentrer, il reste une vingtaine de minutes là, Nord, c'est ça. Donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire sur le marché de la mode, mais je vais quand même faire un petit point sur la situation en Corée. Alors, la situation économique, elle est bonne. On a eu un rebond malgré finalement une contraction assez faible due au Covid, donc du PIB. On était à moins 1% en 2020 et on a eu un rebond à plus 4%. Les perspectives pour 2022, c'est de l'ordre de 3 à 4%. Il y a un impact quand même de l'inflation, de la guerre en Ukraine et de la flambée des prix des matières premières sur la Corée, ce qui fait que, fait assez rare, la Corée, qui est un gros pays exportateur, a au premier trimestre eu une balance commerciale déficitaire, ce qui est assez rare pour le pays. Mais les indicateurs restent quand même bons et positifs, donc on aura peut-être une croissance un peu moins importante en 2022. Un taux de chômage très, très faible, à 3,7% en fin d'année dernière. Une inflation en 2021 qui était correcte, à 2,5%, mais là qui s'envole un petit peu, on est autour de 4 à 5% sur le premier trimestre. Donc la Corée, c'est un pays de 51,7 millions d'habitants. Avec principalement les habitants sont autour de la région de Séoul. Séoul, c'est 10 millions d'habitants, mais la métropole de Séoul, c'est 20 à 25 millions d'habitants. Donc la moitié du pays est en fait concentrée autour de la région capitale et un pays avec de très bonnes infrastructures. Au niveau des exportations, on avait habituellement un solde commercial positif avec la Corée. Mais en 2021, on a eu un solde, première fois depuis la mise en place de l'accord de libre-échange en 2011, un déficit commercial avec la Corée, principalement du fait qu'on a importé beaucoup de semi-conducteurs dont les prix ont flambé, aussi des matières premières et des produits d'hydrocarbures, et également beaucoup de tests Covid qu'on a importés depuis la Corée. Voilà, alors en termes de prospection, sur la situation sanitaire, elle est bonne. 86% de la population est complètement vaccinée avec 3 doses.
On a une situation sanitaire qui est autour de 15 000 cas par jour en ce moment, ce qui est gérable, et le gouvernement est vraiment passé à une stratégie de vivre avec le Covid. D'ailleurs, le masque n'est plus obligatoire dans la rue en Corée, en extérieur, mais bon, les Coréens continuent à le porter largement. Au niveau de l'activité économique et de l'activité de consommation, elle reste bonne. Ça a été moins impacté qu'en Europe ou aux États-Unis. Et en fait, les Coréens ont continué à consommer. Peut-être la chose qui a changé, c'est la manière de consommer, en consommant peut-être plus en e-commerce, vous le verrez tout à l'heure, parce qu'effectivement, quand il y avait des recommandations du gouvernement pendant la crise Covid de moins sortir, ce sont les department stores qui en ont le plus souffert et le e-commerce qui en a profité. Au niveau des restrictions voyageurs, depuis début avril, les choses se sont ouvertes. Vous pouvez venir en Corée. Il suffit de demander un KETA, donc ce n'est même pas un visa, c'est une autorisation de voyage électronique qui s'obtient en 24 heures. Il y a un petit montant à payer, je crois, 10 €. Donc voilà, c'est extrêmement efficace. Vous pouvez venir sans quarantaine si vous êtes complètement vacciné. Pareil, c'est assez facile. Il suffit de rentrer vos preuves de vaccination sur un site internet. La procédure, elle est connue. Si vous venez en Corée, faites-le nous savoir ou regardez sur le site internet de l'ambassade, c'est très simple. En termes de prospection virtuelle, c'est toujours possible, c'est même apprécié de nos interlocuteurs coréens. Ça a fonctionné pendant 2 ans. Nous, on a fait des statistiques d'impact par rapport à nos clients et les résultats sont bons, voire parfois meilleurs dans certains cas en prospection virtuelle. L'équipe de Business France Séoul, elle est évidemment disponible, même si on a beaucoup de sujets dans la mode, avec notamment la fédération du prêt-à-porter féminin et Promas à la rentrée, avec notamment le Mode in Séoul, auquel on va participer aussi et aider. Donc, le marché de la mode en Corée, c'est un marché important, 37,4 milliards d'euros en 2021 et en croissance. Le prêt-à-porter en vêtements de sport, c'est 57% de part de marché. Après, on a les accessoires à 32% et les chaussures. Vous verrez, les vêtements de sport sont aussi un marché très important. Le consommateur coréen, il a un fort pouvoir d'achat. Il n'hésite pas à aller sur des produits haut de gamme. D'ailleurs, on a eu une prémomisation pendant la crise Covid parce qu'on ne pouvait plus dépenser autant qu'on voulait dans les restaurants, dans les soirées et aussi dans les voyages. Donc, les gens se sont abattus sur des marques au-dessus en termes de gamme par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de consommer. Donc, vraiment, on a vraiment une tendance qui se maintient aussi maintenant que les choses se réouvrent. L'industrie locale, elle est structurée autour des grands groupes coréens. Vous les connaissez, les chaebols, donc Samsung, Hyundai notamment, et puis des marques connues comme CNT et Fila. La France, elle a une très bonne image. Évidemment, l'image du luxe, avec la présence des grands magasins de luxe, Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermès, etc. Mais aussi des très belles success stories, notamment Ami Paris en ce moment, qui fait vraiment un carton en Corée. Donc, les ventes en Corée du Sud, 31 milliards sur l'habillement. Vous voyez un peu les chiffres qui sont tous en croissance, même les vêtements enfants, alors qu'on a, je ne vous en ai pas parlé, mais on a quand même un sujet démographique en Corée, c'est le taux de natalité. Il y a 0,80 enfants par femme, qui est le taux le plus bas de l'OCDE, et ce n'est pas une tendance juste Covid, c'était déjà là avant le Covid. Donc c'est une vraie problématique, mais moins d'enfants, mais par contre, on investit beaucoup dans l'habillement de son enfant, dans son éducation. En fait, on dépense beaucoup pour l'enfant du foyer. En termes d'accessoires de mode, on est autour de 12 milliards. Évidemment, d'abord les sacs, notamment les sacs de luxe, la bagagerie, les bijoux fantaisie et la haute joaillerie, vous voyez aussi, qui fonctionne très bien, et les montres. En termes d'accessoires, donc les ceintures, les grands chapeaux, foulards, écharpes et cravates, vous voyez un peu les chiffres. Bon, la cravate est le seul qui reste stable, tout le reste est en croissance. Au niveau de la segmentation, donc au niveau des vêtements, vous voyez le prêt-à-porter homme et le prêt-à-porter féminin sont à peu près équivalents. Les tenues de sport sont très importantes, 19%, parce qu'on les mixe aussi avec sa tenue de tous les jours. Les chaussures aussi sont un segment important et en croissance. Et évidemment, le prêt-à-porter enfant, je vous en parlais tout à l'heure. Au niveau des canaux de distribution, alors c'est là où on a la plus grosse distribution. Avant, on était plutôt sur les grands magasins. Maintenant, c'est le e-commerce qui se taille la part du lion. Le e-commerce, dans le retail, au global,
on estime que c'est à peu près 30%, hein, tout confondu, nourriture, etc. Donc c'est très important, c'est presque au niveau de la Chine et c'est au-dessus du Japon, c'est au-dessus de Taïwan. Par contre, le e-commerce pour la mode est très important, ça représente 40%, donc c'est plus que la moyenne du e-commerce en général. Vous avez les grands magasins donc, qui se battent pour rester existants, les grands department stores qui vont mettre l'accent sur l'expérience client et sur les espaces de vie dans les department stores. Donc, si vous venez en Corée, je vous invite vraiment à venir voir les boutiques et les department stores qui sont vraiment magnifiques et on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts mis là-dessus. Bon, une petite remarque quand même sur le téléachat qui reste un canal en Corée et maintenant, bon, il a beaucoup diminué au profit du live commerce, c'est-à-dire des présentations de produits en ligne et en vidéo, hein, qui remplace un peu le système de téléachat et de manière plus flexible. Alors le e-commerce, vous voyez, en customer to customer, vous avez des Naver, des Gmarket, etc. Vous avez Coupang aussi qui offre des possibilités de boutiques en ligne. Voilà, des sites spécialisés aussi, donc SI Village notamment. Je vous invite à avoir une stratégie sur votre e-commerce et d'en discuter avec votre partenaire localement. Ça peut être problématique en termes de positionnement de marque. Hein. Coupang n'est par exemple pas très conseillé. Il y a beaucoup de contrefaçons sur Coupang, etc. Donc il faut faire un petit peu attention à quelle plateforme vous allez choisir et discutez-en avec votre partenaire. Vous pouvez en discuter aussi avec nous. On sera prêt à vous appuyer là-dessus. Il y a aussi le développement de la vente sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur KakaoTalk, qui est un peu le WhatsApp coréen. Et puis, voilà, je vais m'arrêter là sur le e-commerce. C'est un vrai sujet et il faut arriver à travailler notamment avec les bonnes plateformes et les bons relais, influenceurs, etc. Au niveau des tendances du secteur, donc on est plutôt sur de l'athleisure, du casual chic ou alors le normcore, vous connaissez certainement. C'est un peu c'est un mot valise entre normalisation et hardcore de la normalisation. Donc en fait, c'est des vêtements qui sont assez amples, avec des couleurs assez, peu de couleurs flashy, on va être sur du noir et du blanc en général, et qu'on peut vraiment porter tous les jours et même au bureau. Et puis vous avez des phénomènes alors un peu plus anciens, le neutro, ça fait quand même quelques années, donc c'est un mélange des styles de différentes époques. Hein, vous pouvez très bien avoir je sais pas moi, un chapeau qui rappelle, je sais pas moi, les années 30 avec des sneakers des années 80 et puis, enfin, vous voyez, ça permet en fait aux Coréens et aux consommateurs coréens de s'approprier et de créer son propre style en mélangeant les époques. Et puis vous avez le Y2K, donc qui est en fait la mode des années 90-2000, qui revient un peu au goût du jour, mais pas que en Corée, hein, mais qui marche très fort auprès de la génération des milléniums et génération Z en Corée. Donc ça, c'est des tendances qu'il faut avoir en tête pour essayer voilà, d'y intégrer vos collections. La course au métaverse, donc en Corée, on a le géant Zepeto qui est sous la coupe de Naver, qui revendique déjà 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Alors, on est plutôt sur 2 millions d'utilisateurs quotidiens, c'est déjà pas mal. Les grandes marques se ruent sur Zepeto pour faire du NFT, pour être aussi visible sur cette plateforme. Donc, vous avez des collaborations avec Dior, avec Gucci, avec toutes les grandes marques et aussi des plus petites. Voilà, la distribution en ligne, je vous en ai parlé. Donc, le live shopping, c'est très important d'essayer d'avoir une stratégie là-dessus, une stratégie e-commerce également. Comme je vous le disais, il y a eu un effet revenge spending parce qu'on ne pouvait plus aller au restaurant, etc. Donc, le marché du luxe a littéralement explosé. Je crois que Chanel a augmenté 3 ou 4 fois ses prix depuis la crise Covid en Corée. Hein. Donc, et ils en vendent encore trop par rapport à, si vous voulez, l'image du luxe qui doit quand même rester des produits rares. Donc, effectivement, même en augmentant les prix, il faut toujours preneur et il y a des files d'attente devant les magasins. Les segments porteurs, donc les marques de luxe, les marques de designers, de créateurs.
les vêtements de style urbain, des symboles chic, et les accessoires, tenues et accessoires de sport qu'on utilise aussi à la ville, notamment pour tout ce qui est tenue de golf, qui fonctionne très bien, le running, le yoga, le tennis. Voilà. Je peux prendre quelques questions, ou alors on va passer directement à l'accès marché, il reste 10 minutes, on verra les questions à la fin, c'est ça, Laurent. Donc, Oui. Identifier un bon partenaire, c'est important. Le bon agent importateur-distributeur, vous pouvez commencer par ça. Vous pouvez aussi travailler avec un master licencié qui va acquérir la licence de votre marque et qui peut aussi fabriquer localement. Ça, c'est assez commun avec notamment les grands groupes coréens. Les magasins multimarques peuvent être une alternative intéressante voilà, pour positionner votre marque si elle n'est pas encore ou peu connue en Corée. Et vous n'allez pas avoir de barrière majeure à l'entrée en Corée. Hein. Il y a un accord de libre-échange avec l'Union européenne depuis 2011 avec des taux de douane à zéro ou presque zéro en fonction des produits. Important donc de gérer votre communication. Ça va être primordial, faire connaître votre marque. Il va falloir faire des placements de produits, il va falloir investir. Vous pouvez avoir l'attrait de la nouveauté sur vos premières commandes, mais si vous voulez durer, il faut communiquer. Il faut avoir un budget là-dessus. Il faut en parler avec votre partenaire. Nous, on peut aider. Si vous avez des plus gros budgets, des plus grosses ambitions, on peut aussi vous orienter vers des très bonnes agences de com, notamment l'agence Asiance qui est gérée par un Français ici, Olivier Moreau, qui est très bien, mais bon, c'est des budgets beaucoup plus importants. Entre deux, on peut aussi nous vous aider à identifier des influenceurs et à avoir une stratégie de communication en ligne sur les réseaux sociaux. Très important aussi de penser à des collaborations avec d'autres marques coréennes ou avec des artistes coréens ou avec évidemment des stars de la K-pop, de la K-drama, qui sont des véritables boosters pour votre marque. Après, voilà, ça dépend un peu des budgets dont vous disposez. Il y a une exigence de qualité en Corée. Vraiment, les standards sont très élevés. C'est un marché qui ne pardonne pas. Donc, soyez prêts et c'est vraiment du zéro défaut au niveau des collections que vous devez envoyer en Corée. Les règles d'étiquetage et de marquage sont strictes. Le Made in France, c'est vraiment un gage de savoir-faire et de qualité. Donc, si c'est Made in France, il faut vraiment le mettre en avant. Parler aussi de storytelling, de l'histoire de la marque, etc. Tout ça, ce sera très important. La Corée, c'est un marché de référence pour l'Asie. Donc, si vous réussissez en Corée, ça va vous ouvrir les portes du reste de l'Asie. Hein. Si vous avez une collaboration, par exemple, avec une star de K-drama ou de K-pop coréenne, ça va vous aider sur toute l'Asie. Et ça va vous aider dans le monde entier, en fait, aussi. Et on le voit, les égéries des grandes maisons françaises de luxe se portent maintenant sur les groupes de K-pop, les Blackpink et BTS, par exemple. Voilà. Donc, pensez aussi à une prospection qui peut être concertée sur l'Asie du Nord-Est. Attention, votre consommateur en Corée, il est extrêmement bien informé, il connaît les prix, il va aller vérifier. Donc, vous ne pouvez pas avoir une politique tarifaire en Corée qui est complètement décorrélée de ce que vous faites ailleurs dans le monde. Si vous vendez 4 fois plus cher en Corée que, je sais pas, en Europe ou au Japon, ça va se voir. Les Coréens vont aller vérifier tout ça. Il faut savoir que les Coréens n'hésitent pas à aller acheter en cross-border selling, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur les plateformes étrangères et ils vont aller acheter votre produit, se le faire livrer et le dédouaner eux-mêmes. Ils ont l'habitude de le faire. Le cross-border selling, c'est 2 milliards de dollars d'importation en Corée en 2021. Donc, ça commence à devenir un marché très important et parfois même un problème pour connaître un peu sa place sur ce marché-là et ses parts de marché. Donc, nos conseils, il faut savoir se différencier. Produits innovants, différenciants, donc travailler bien sur tous ces éléments-là, le storytelling et s'appuyer sur la marque France. Je répète, il faut bien se préparer, il faut connaître le marché, les processus, les différences culturelles au moment de la négociation, ça on peut vous aider. Et puis, il faut anticiper la réglementation. Et puis, avec votre partenaire, écoutez-le, soyez réactifs, vraiment. Vos clients, soyez encore plus réactifs. Ils vont mettre peut-être très longtemps à se décider, mais une fois qu'ils sont décidés, il faut être
en capacité de livrer rapidement les collections. Dernier petit point, toujours préférable de rentrer sur le marché coréen avec les collections dites automne-hiver. Hein. Ça permet d'asseoir la marque et ça rassure aussi les partenaires, parce que les marques sont plus importantes aussi. Donc, on vous conseille vraiment de vous positionner d'abord sur ces collections-là. La Corée est un pays des 4 saisons. Hein. On n'est pas comme à Taïwan où l'été est long, etc. Ici, on a vraiment une saison hivernale assez forte avec à Séoul, on peut avoir du -15, du -20. Donc, vous pouvez vendre des pièces automne-hiver assez facilement et assez chères. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez les coordonnées de nos bureaux ici, et puis moi-même, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et puis aussi, si vous voulez faire des points avec les équipes Art de Vivre dans la zone Asie du Nord-Est, donc Corée, Japon et Taïwan. Voilà, je crois que j'ai fini mes 20 minutes. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette belle intervention. Alors, je vais reprendre la main sur le partage d'écran et partager avec vous, pour rappel, les différentes dates de nos opérations ainsi que les contacts. Et je vais profiter de ce petit moment pour vous proposer de prendre les différentes questions. Je voulais juste rajouter une chose. Et je n'ai pas cru l'entendre sur les 3 interventions, là, c'est qu'on ne met pas les pieds en Asie si on n'a pas protégé sa marque. C'est-à-dire qu'il faut absolument protéger et son nom et son logo. Comme on disait tout à l'heure, la Corée est très observée par tous les marchés asiatiques. Et si on commence à mettre le pied dans un de ces pays et qu'on a un petit succès, on risque de se faire prendre sa marque si on ne l'a pas protégée. Donc, je vous conseille, en tout cas, si vous voulez aller sur le marché asiatique, de prendre contact avec les bureaux de Business France qui ont des relais, des contacts pour vous donner toutes les indications et pas vous faire avoir par des cabinets qui vont vous prendre des fortunes, de manière à bien protéger votre marque avant d'aller sur l'Asie. Je me permets de compléter, Hervé. On a une représentante de l'INPI au Japon qui gère aussi la Corée. Je ne sais plus si elle gère Taïwan, je ne crois pas, peut-être. Toujours est-il que oui, c'est possible avec l'INPI d'élargir votre couverture géographique et l'enregistrement de votre marque. La Corée et le Japon sont des pays où la propriété intellectuelle elle est largement respectée. Mais effectivement, c'est un préalable. Il faut enregistrer sa marque. Et c'est assez simple. Hein. Vous pouvez le faire soit via l'INPI, soit après via les organismes locaux, mais je ne suis pas sûr que vous gagnerez beaucoup de temps ni d'argent en le faisant en direct. Voilà. Donc, effectivement, une protection de la propriété intellectuelle obligatoire pour ces marchés. Alors, je vous ai mis à l'écran, effectivement, le rappel des dates de nos opérations sur ces différents marchés, ainsi que les taux de subvention. Je les parcours rapidement et juste après, je vous inviterai à poser en live vos questions à nos différents intervenants. N'hésitez pas. Donc, Tokyo du 26 au 28 juillet 22, avec une subvention de défi qui ira jusqu'à 60% sur stand et aménagement du stand, 4000 hôtels plafonnés à 250 € par nuit, ainsi qu'un billet d'avion plafonné lui-même, non plus à 1500 comme initialement annoncé, mais à 2000 €. Le défi nous a accordé cette augmentation du plafond. Tokyo, cette opération est également éligible au chèque relance export en tant que pavillon français, donc 50% plafonné à 2500 €. Le contact pour cette opération est Oula Herzl. Nous tenons bien évidemment tous à votre disposition pour toute l'information, mais nous vous avons mis les contacts privilégiés pour cela. Taipei, du 7 au 9 août 22, subvention défi jusqu'à 50% sur stand et aménagement du stand. Le contact d'Ailun. Séoul, le 12 et 13 octobre 22, Séoul que nous organisons en collaboration avec les équipes de Business France Corée. Donc, cette opération bénéficie d'une subvention défi à hauteur de 60% sur stand et aménagement du stand, ainsi que des chèques relance export, pavillon français, 50% plafonnés à 2500 €. Chine Market Access, le 13 et 14 septembre, le nombre de places est limité.
N'hésitez pas à contacter Tiffany. Pardon, je vois qu'il y a une coquille. Tiffany Fang pour plus d'informations. C'est une opération qui est prise en charge en totalité par le défi. Il faut à chaque fois, pour chacune de ces opérations, prévoir malgré tout des frais d'inscription. Également, je tiens à souligner que les inscriptions pour ces opérations s'arrêtent au 10 juin, donc assez rapidement quand même, pour plusieurs raisons. D'une part, c'est que ça nous laisse la possibilité de communiquer sur les marques présentes, sur les exposants présents, donc c'est mieux pour vous. Également, sur certaines opérations, on le voit, les billets d'avion, il faut les prendre le plus tôt possible et prévoir effectivement les visas. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous très, très vite sur ces différentes opérations. Nous soulignons également les partenariats avec la BOSI, Province Internationale, bien évidemment, et le soutien de France Éclat et du CPC et de Team France Export, et encore une fois, bien évidemment, du défi sur ces différentes opérations. Voilà, je vais vous laisser la parole pour prendre quelques questions sur les différents marchés. Je vais juste rectifier, excuse-moi, non, je vais juste rectifier. Le 10 juin, c'est pour Tokyo et Taipei. Séoul, les inscriptions sont fin juin, début juillet. Pour Market Access Chine, c'est également le 10 juin, ouais. Tout simplement parce qu'il y a un travail de sélection avec les partenaires sur place, sur les marques que nous allons présenter. Donc, effectivement, ça nous demande un travail en amont qui est très important. Donc, on est également sur la date du 10 juin sur les inscriptions et c'est où on a un petit peu plus de temps, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants? Oui, j'ai vu une question qui concerne la Corée, où on a oublié de parler aussi de l'accord européen sur les taxes. Si, j'en ai parlé. Il y a un accord de libre-échange de l'Union européenne-Corée. Ouais. Après, il faut regarder aussi, la plupart des produits sont à 0%, mais il faut vérifier en fonction de certaines matières. L'accord de libre-échange fonctionne très bien. Voilà, on regarde aussi au cas par cas en fonction de vos codes douaniers. Et on peut évidemment vous dire quels seront les droits de douane sur chacun des codes douaniers. Alors, effectivement, pour compléter aussi ce sujet-là, ça va dépendre également de la provenance. Il y a une loi de la double origine et ça va également dépendre de la provenance de votre produit. Si on est sur une production française ou européenne, effectivement, les accords de libre-échange vont pouvoir s'opérer sans problème. Dès lors qu'on est sur une production plus lointaine, là, effectivement, on sort des accords de libre-échange. Oui, il faut regarder Europe ou France, hein, évidemment. Est-ce que vous avez d'autres… Anne Anne-Laure, bonjour. Oui. Bonjour. Sébastien Pagani d'Avona. Quand les productions sont partiellement assemblées à l'étranger, mais que les tissus sont français, coupés en France, mais qu'on achète un peu de prestations de services en Tunisie, le produit est considéré comme quoi dans ce cas-là? C'est une question d'équilibre. C'est une difficulté à chaque fois aux douanes. Il faut en parler avec votre partenaire au moment de l'importation. Votre importateur, il pourra vous dire comment présenter la chose et dire, voilà, il y a tant de valeur qui est faite en Europe et en particulier en France versus en dehors de l'Union européenne. Et en fonction de comment vous le présentez, vous pourrez bénéficier d'exemptions de douane ou pas. D'accord, donc ça se gère avec les partenaires. Mais les partenaires, ce ne sont pas juste des agents commerciaux? Non, c'est des importateurs. D'accord. Qui ont l'habitude de cette problématique-là. Ils ont des licences d'importation pour faire tout ça. D'accord. Ils sont en général importateurs et distributeurs. Alors effectivement, de passer par les importateurs-distributeurs, c'est plus sûr et plus confortable. Sébastien, si vous avez besoin, je vous donnerai également les contacts des douanes pour ce sujet-là.
qui peuvent Oui, être je voudrais bien. J'avais essayé de contacter Tiffany, mais je la rappellerai. Moi, ce que je voulais savoir, par rapport plus globalement, peut-être que ça concerne d'autres personnes ici, ceux qui n'ont jamais exposé en Asie jusqu'à présent, vous leur conseillez de commencer par quel est le pays le plus simple? Est-ce que c'est pour les marques françaises plutôt traditionnelles, senior mode, comme on peut avoir beaucoup parmi les petits fabricants historiques en France? Quel est le pays que vous conseillerez le plus, sachant que pour nous, on n'a jamais, voilà, on n'est jamais allé en Asie. J'aimerais savoir, pour pas jeter l'argent par les fenêtres et pas trop me disperser, quel serait le pays que vous conseillerez le plus? Moi, je pensais au Japon, mais… Alors, moi, je pense que par rapport à votre produit, ça serait le Japon. D'accord. Ok. Bon, bah, très bien. Et est-ce qu'il y a la possibilité, avant de partir sur un stand, une exposition, je sais que vous faisiez ça, c'était notamment vous, Anne-Laure, qui organisiez ça. À Paris, vous organisiez des rencontres agents. Alors, je ne sais pas si ça concernait aussi les agents importateurs asiatiques, mais vous le faites toujours, ça, ou pas, les rencontres agents? Alors, les rencontres agents sont pendant la pandémie et pour l'instant sont mises encore en stand-by, très clairement. On les reprendra probablement dès que possible. Là, pour les marchés asiatiques, il est flagrant qu'à l'heure actuelle, il est préférable de prendre sa collection et d'aller sur place pour se faire des contacts et partenaires sur place. Il y a la possibilité éventuellement pour nous de tester par emploi de lookbook avec nos partenaires sur place, mais les Asiatiques, à l'heure actuelle, il est souhaitable d'aller les voir directement. D'accord. Ok, très bien. D'accord. On le fait en revanche, on fait ça sur Market Access Chine, puisque le marché chinois s'y prête un peu plus et que de toute façon, les frontières actuellement sont complètement fermées et ne nous laissent pas la possibilité d'aller présenter sur place. Et donc là-bas, on s'exprime en anglais, tout simplement, avec les acheteurs, il n'y a pas de souci, ça se passe comme ça. Pas au Japon. Pas au Japon, ouais. Au Japon, on vous impose tous les participants à Made in France, on leur impose et on leur conseille fortement de prendre une traductrice qu'on propose. On a tout un panel, tout un catalogue de traductrices qui sont ou français, japonais ou anglais, japonais. Mais on va dire que les acheteurs des grands magasins, beaucoup parlent anglais, mais tout ce qui est magasin multimarque indépendant ne parle pas l'anglais. D'accord. Alors qu'en Corée, on parle anglais. Le Japon, effectivement, n'est pas réputé pour bien parler l'anglais. Et en plus, vient s'ajouter, comme ailleurs en Asie, je dirais l'incompréhension culturelle. Et on est au royaume des non-dits. Et l'intérêt de l'interprète est également de vous aider à déchiffrer ces non-dits pour éviter les impairs. Donc, il y a un double avantage. Un, bien se faire comprendre. Et deux, bien comprendre et bien se faire comprendre. Très bien. Pour la Corée, je dirais que oui, on parle anglais, mais il faudra quand même toujours valider après les échanges par email pour s'assurer que ça a bien été compris à l'oral. C'est plus simple à l'écrit qu'à l'oral. Et les clients, généralement, ils passent une commande sur le stand directement dans ces différents pays, ou il faut faire ça se fait via des propos? Puisque j'ai vu que les marchés, justement, en Corée étaient structurés. C'est plutôt des contrats qui sont confirmés par la suite par mail, c'est ça que vous dites? Ça dépend avec votre partenaire, par exemple, si vous identifiez un partenaire important. D'accord, c'est toujours pareil. Il faudra bien recadrer avec lui par écrit les conditions du partenariat. Avec des grands acheteurs qui vont vous commander une collection, qui vont l'importer eux-mêmes, vous pouvez aussi arriver à prendre des commandes sur le stand. Sur le Japon, on va dire que si c'est des indépendants, des boutiques, elles font la sélection sur place. Si c'est des grands magasins, ils vont éventuellement faire des sélections, mais après, les quantités se font après. D'accord.
Et en termes de règlement, généralement, sur le grand export comme ça, c'est des règlements avant expédition. Les conditions de règlement qui sont pratiquées habituellement dans ces pays-là. On va dire que quand c'est des nouveaux, alors quand c'est des grands magasins, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, vous pouvez toujours demander des acomptes. D'accord. De toute façon, les assureurs crédits couvrent ces pays-là, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Oui. Bon, bah, merci beaucoup. Pour moi, c'est fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une main levée, je vois. Carnot. Allez-y. N'hésitez pas à prendre la parole. J'arrive pas à voir qui est la main levée. Ah, Carnit. Je pense que c'était. Je vais enlever. Ouais. Non, je pense que c'est probablement une erreur. Écoutez, de toute façon, nous restons à votre disposition pour toute question qui survient par la suite. N'hésitez pas. Encore une fois, je remercie tous nos intervenants pour leur disponibilité et la richesse de leur présentation. Un grand merci à tous et puis nous vous donnerons rendez-vous. Ah, il y a une question? Non, je suis désolé, Anne-Laure, c'est un petit détail, mais je me dis, si on est en libre-échange avec plusieurs de ces pays, ça sous-entend qu'on n'a pas besoin de, comme en Russie, de faire un carnet ATA. Il n'y a pas de problème de douane, on peut passer la collection dans sa valise. Le carnet ATA, c'est la carte d'identité de la collection. Ça permet de passer de façon temporaire les collections. Donc, il est nécessaire de faire un carnet ATA pour aller sur ces différents marchés, ce qui vous permettra, c'est une importation-exportation temporaire. Donc, ça vous permettra effectivement de voyager facilement avec votre collection et de… Voilà. Pour Taipei, c'est CPD. C'est un carnet ATA particulier, donc c'est un CPD. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions plus complètes. Et surtout, n'oubliez jamais de faire tamponner le carnet ATA au niveau des douanes avant de prendre l'avion. Ça nous rappelle à tous des petits souvenirs. On est tous un petit peu rouillés pour ce marché. N'hésitez pas. Nous restons donc encore un grand merci à nos intervenants. Merci Bertrand, merci Azako, merci Aïloun et Jérôme pour ces différentes interventions très riches. Merci à vous tous d'avoir pris part ce matin au Focus et à très bientôt. Pour toute question, n'hésitez pas. Merci à vous. Merci beaucoup Anne-Laure et merci à la Fédération. Au revoir. Au revoir, bonne journée.